internationale, une posture stratégique qui intervient dans un contexte de tension persistante entre les pays de l'AES et la France. Le Togo joue-t-il une carte de médiateur neutre ou s'inscrit-il dans une stratégie beaucoup plus large de repositionnement géopolitique? Cherche-t-il à stabiliser la région ou alors tirer profit d'un nouvel équilibre des puissances? On fait le point avec vous, Président Manakani, au moment où de plus en plus le Togo semble être véritablement au cœur des, on va dire quoi, d'une forme de la nouvelle architecture géopolitique qui semble se construire autour des pays de l'AES. Et on a suivi le ministre Robert Doucier affirmer et assumer clairement la proximité entre le Togo et les pays de l'AES, mais surtout se proposer comme étant désormais ce pont qui va tenter de rallier ou alors de réunir finalement les pays de l'AES et la communauté internationale. Là, je convoque les propos mot à mot déclarés par Robert Doucier. Bon, d'abord commencer par reconnaître que qu'est-ce que j'avais dit par le passé? C'est ce dossier. C'est toutes les dynamiques qui ont été initiées par le Togo et toutes les réunions qu'il y a eu. Qu'est-ce que j'avais dit? Rafraîchissez-nous la mémoire. Mais, que tout ça va conduire, c'est pour conduire... Un rapprochement. Non, okay. À ce qui arrive là. C'est-à-dire? Mais le pont. Comme le pont. Maintenant, on va savoir. Le problème, c'est pas qu'il y ait pont, mais la nature du pont. C'est ça qu'il faut interroger sérieusement. Donc, maintenant, c'est clair. Le Togo dit que je veux être un pont entre les pays de l'AES et la communauté internationale. Le débat est de savoir qui est demandeur. Ça arrive dans un contexte où l'Union européenne a dit, demain il y a une réunion au sein de l'Union européenne, où les pays occidentaux disent qu'il est temps de discuter avec les pays du Sahel. Ça a été fait clairement. Donc, même en France, il y a des discussions informelles mais importantes visant à revoir la position de ces pays-là par rapport aux pays du Sahel. Ce qui est plus grave, c'est quoi? C'est que même à cette réunion stratégique-là, cette réunion dite stratégique de haut niveau, il y avait des représentants français, non? Hein? Bien sûr. Bon. Pourquoi on ne les a pas chassés? On a fait semblant de dénoncer leur présence. Mais pourquoi on ne les a pas chassés? Donc je crois que ne faut pas seulement voir le Togo. Hein. Le Togo ne peut pas prendre de telles initiatives si les pays de l'AES ne l'autorisent pas à le faire. Donc moi je crois qu'il est même très tôt de... Moi je ne cours pas. Ça avance, c'est clair. Les choses vont être claires. On va voir. On va voir. Il ne sera pas possible de cacher ça. Tout ce que le Togo a fait, là, les conférences panafricaines, tout ça. Je vous ai dit que tout ça, le Togo est resté un pays sous tutelle occidentale, dans le fond. Le fait qu'elle ait signé un accord avec la Russie ne signifie rien. Je l'ai dit ça, je l'ai dit. Le fait qu'elle ait signé un accord de défense avec la Russie, pour moi, n'est pas fondamental. Parce que, contrairement au pays de l'AES, comment les accords de coopération sont arrivés? Pardon, les accords stratégiques, de partenaires stratégiques sont arrivés avec la Russie. C'est sur la base d'une démarche de rupture avec la France. Il y a un mouvement sociopolitique de l'ensemble de ces pays, n'est-ce pas, qui aboutit à un renouvellement de leur partenariat stratégique, désormais positionné du côté russe. Mais ce n'est pas le cas du Togo. Il y a eu un mouvement sociopolitique au Togo visant à imposer une rupture avec la France et qui conduit comment dit ça, à servir de matrice à un partenariat avec la Russie. Je ne minimise pas l'événement, à savoir que le Togo a signé un accord de partenariat militaire avec la Russie. Mais tous les pays, Fabrice, c'est devenu mode aujourd'hui. C'est devenu un mode. Donc l'important, ce n'est pas de signer un accord de partenariat avec la Russie. L'important, c'est de savoir quelle est la démarche politique qui est derrière ce partenariat. À ce niveau, il y a une différence nette entre les pays de l'AES et le Togo. Ça, c'est un. Deux, mais qui fait le pont-là, ce pont-là, quelle est sa nature? Le Togo... Ça va tenter de concilier peut-être les différentes Non, le problème n'est pas là. Je le répète encore. L'histoire du Togo et l'histoire de Fort et Adema montre que
même en termes de conversion au panafricanisme, ce n'est pas possible. C'est-à-dire, Faure Yadema ne peut pas être un panafricaniste au sens, Fabrice, au sens de la dynamique qui est en cours sur le continent. Il ne peut pas. D'abord, il ne peut pas. Parce que durant les crises qui ont abouti à l'émergence des États de l'AES tels qu'on les voit là, certes, il a refusé les sanctions. Puis après, il a refusé de les appliquer. Il a dit qu'il n'est pas d'accord avec ça. Mais pour autant, il n'y a pas une démarche au Togo visant à remettre en cause la structuration de la CEDEAO en tant qu'organisation sous-régionale. Or, dans les fondements, nous avons démontré, et c'est incontestable, que la CEDEAO en tant qu'organisation sous-régionale est un instrument de la France et est désormais un instrument de l'OTAN. Le Togo ne met pas ça en cause. Donc, il ne met pas ça en cause. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que fondamentalement, le Togo se positionne comme étant en même temps un pays qui est d'accord avec l'orientation fondamentale stratégique de la CEDEAO et qui en même temps est d'accord. Dit comprendre en tout cas la démarche de ses voisins de la De ses voisins, il y a un problème. Maintenant, cette position du Togo, elle a le droit d'avoir une position originale. Très bien. Mais d'abord, est-ce que vous êtes sérieux? Vous croyez que cette position rend le Togo si puissant pour qu'il puisse servir de pont entre le pays de l'AES et la communauté internationale, c'est-à-dire la France, l'Union européenne, etc. C'est-à-dire que, non, le Togo n'a pas la puissance pour faire ça. Ça aurait été un pays comme le Nigeria, j'aurais pu encore comprendre. Mais après, on a vu... Attendez, oui. attendez. Mais maintenant, on a vu une forme de valeur apportée à l'AES aux responsables du Togo. À un moment donné, il y a eu cette forme de médiation, d'abord entre l'AES et la CEDEAO. Vous vous souvenez bien, c'est M. Ducy qui avait été proposé par les pays de l'AES pour gérer une forme d'intermédiaire. Ça veut donner quoi? Pour s'accoucher d'une souris, mais c'est quand même un acte de reconnaissance et de considération de la part de l'AES vis-à-vis des autorités togolaises. Oui, non, on va revenir. D'abord, le fondement de la position du Togo, c'est le port de Lomé. Parce que le port de Lomé est l'une des possibilités de désenclavement des pays de l'AES. Je l'ai déjà dit, ils font face à un problème sérieux d'enclavement. Les 3 pays. C'est aussi l'enjeu avec le Maroc, etc. Donc du coup, ça donne du poids au Togo. Le Togo joue bien ça. Mais Fabrice, ça ne... Je veux dire quoi? Ce n'est pas ça qui va donner du poids au Togo, un poids géopolitique, pour que le Togo puisse être un pont entre la communauté internationale et les pays de l'AES. Parce que, de par le passé, toutes les initiatives, partout où M. Faure Yadema a été médiateur, ça n'a rien donné. Ça n'a rien donné. Déjà même, on peut interroger même d'abord la situation interne du Togo en la matière. Le Togo est l'un des pays africains qui a un arsenal juridique et institutionnel assez fourni, formellement parlant, c'est ce qu'on appelle les médiations. Oui. Que ce soit dans la gestion des contentieux civils opposant les populations, les citoyens à l'État, ils ont développé une expertise, entre guillemets, qui mobilise même les patrimoines traditionnels, aller dans ce sens-là. Donc, il y a déjà ça. Bon, maintenant, allez voir ce que ça produit déjà au Togo. Hein? Allez voir. Donc, le Togo, c'est au moins 28 dialogues politiques au cours des 40 dernières années. Aucune n'a abouti. La dernière en date où M. Faure Yadema avait signé, avait pris son engagement, c'est celui qui avait été signé à Lomé le 20 août 1986. C'est encore, il a signé, Fabrice, il a signé. Mais après, il a dit que sa signature ne l'engage pas. Donc, je veux dire quoi? Je veux faire le lien entre les dialogues internes au Togo sur Faure Yadema et les résultats qu'on était en droit d'y attendre et les résultats réels et sa volonté de se présenter à l'extérieur comme étant
un médiateur capable de résoudre les conflits qui ont une base géopolitique. Alors moi je vous demande encore, quel est le poids géopolitique du Togo pour être un pont entre la communauté internationale et les pays de l'AES? Non, il n'a pas ce poids-là. Ça va être une façade. Il se prenait comme un pont, mais en réalité, il a une façade. Il a une façade de la France et de la communauté internationale. Le débat est de savoir pourquoi les pays de l'AES acceptent ça. La question de leur désenclavement, de mon point de vue, n'est pas suffisante pour expliquer ça. Alors, Balakani n'est pas... Je ne refuse pas la géopolitique... On a également convoqué le geste d'amitié. La géopolitique est dynamique. Non, la géopolitique est dynamique. Ouais. Je ne refuse pas qu'après la guerre, on fasse la paix. Je ne suis pas contre ça. Mais Fabrice, l'important c'est quelles sont les conditions de la paix. L'important, le vrai débat, c'est quelles sont les conditions de la paix. Voilà. Quelles sont les conditions de la paix? Et une fois ces conditions mises sur la table, quel est leur impact sur la nature même de l'orientation fondamentale des pays de l'AES? C'est ça le problème. Donc, ça devait arriver, hein. Moi, ça devait arriver. Je l'ai dit depuis très longtemps que tout ce que le Togo fait là, le basque finira par tomber. C'est clair. Il vous dit, moi, je vais être le pont entre la communauté internationale et l'AES. Mais c'est la communauté internationale qui est le problème des pays de l'AES. Il faut d'abord reconnaître ça. 2, il faut être en mesure Fabrice, de traduire ça concrètement dans comment la communauté internationale est le problème des pays de l'AES. Leur implication majeure dans le phénomène terroriste, les questions fondamentales de la vie au quotidien, qui est que les pays de l'AES ont été déstabilisés par la communauté internationale. Et pourquoi? À cause de leurs ressources. C'est ça, c'est clair. À cause de leurs ressources, à cause du projet néocolonial français, à cause du projet néocolonial de l'Union européenne, de ce pays-là. Ces pays ont-ils renoncé à ce projet? Non. Mais ça, c'est ce que je sache. Ce pays, le Togo a-t-il la capacité, le poids d'amener ces pays à reconnaître leur forfait et à tirer les conséquences? Et ça va aller très loin. Ça peut aller très loin, Fabrice. Parce que si les pays de l'AES sont conséquents avec eux-mêmes, mais ça devrait déboucher sur des réparations. Ah, peut-être on nous dira qu'on n'a pas la quintessence des débats. Sur des réparations. Peut-être que ça s'est dit à huis clos. Non, il n'y a pas de huis clos. Le problème, c'est le rapport de force. C'est le rapport de force. C'est le rapport de force. Voilà. Il y a la question du devenir des partenariats stratégiques que l'AES a engagés, par exemple, avec la Russie, face à la perspective qu'on voit de la volonté de la communauté internationale, entre guillemets. D'abord, ce mot-là est un problème très grave de l'employer. En tant que panafricaniste, cette communauté internationale, quand elle vient aujourd'hui pour soi-disant vouloir discuter, parce que si le Togo dit qu'il y a un pont, c'est parce qu'il y a en perpétuité des discussions. Bon, vous voulez discuter, je viens d'expliquer, ces discussions vont être quoi? Ce sera simplement la reconnaissance de l'AES par la communauté internationale. Donc, il y a une feuille de route claire qui va de 2026 à 2028. L'agenda s'appellera Togo Sahel, qui va s'articuler autour de 5 piliers structurants. D'abord, le dialogue politique avec l'AES, la coopération régionale et internationale, lutte contre le terrorisme, la coexistence pacifique et le renforcement de l'intégralité économique régionale. Une feuille de route sur laquelle va... Non, le terme-là ne signifie rien. Ce terme-là ne signifie rien. Le dialogue politique veut dire que, OK, le dialogue politique, l'Union européenne, la France, on connaît leurs habitudes. On connaît les habitudes. Ils ont de la peine même à reconnaître ce qu'ils ont fait durant l'esclavage. Ils ont de la peine à reconnaître ce qu'ils ont fait durant la colonisation, qu'ils considèrent comme étant une œuvre civilisatrice. Que ce soit l'esclavage ou la colonisation, ils considèrent que c'est une œuvre civilisatrice. Bon, dans le cas concret du dialogue politique, c'est quoi? La France va-t-elle lâcher ses exigences soi-disant démocratiques? L'Union européenne va-t-elle lâcher ses exigences démocratiques
Or, ce légitime démocratique suppose qu'il y a l'accès démocratique interne à ces pays-là, qui est financé par l'Union européenne, financé par la France. Ils vont devenir quoi? Alors, au niveau de la coopération, mais c'est quoi? On veut vos matières premières. On veut vos matières premières. Construisons. Alors, c'est là le but inavoué peut-être. Non, c'est ça, on veut les matières premières. On veut les matières premières. C'est clair. Donc, ils peuvent même faire l'impasse sur la nature de ces régimes-là, parce que bon, et c'est pas ça qui est le plus important, mais nous voulons vos matières premières. Fabrice, on les veut dans quelles conditions? On les veut dans quelles conditions? Les pays du Sahel font face à des demandes socio-économiques au niveau des populations qui sont d'une urgence sans pareil. Et il faut valoriser les ressources de ces pays-là à la hauteur des enjeux du XXIe siècle. Dans quelle mesure l'Union européenne et la France sont en capacité de répondre à ça? Moi, je ne vois pas. Qu'est-ce qu'ils vont offrir au pays de l'AES? Mais c'est les choses habituelles. Nos savoir-faire économiques, le savoir-faire de nos entreprises, etc. Mais le savoir-faire de vos entreprises, justement, va tuer les capacités locales d'émergence de champions économiques de ces pays-là. On l'a vu ça avec les APE. Les accords de pression économique, que dis-je? Les accords de partenariat. Non, c'est le mot. De pression économique, vous avez raison. C'est même gentil. C'est même gentil, il faut trouver un autre mot pour bien expliquer ça. C'était de la pure escroquerie économique. Donc, le débat, c'est de savoir si en tant que panafricaniste, on a assez réfléchi pour voir en quoi la communauté internationale peut être aujourd'hui un facteur de renouveau économique dans nos pays. Mais ce n'est pas possible, puisqu'ils sont dans une logique de recolonisation. Peu importe la forme. Alors si... Attendez, peu importe la forme qu'ils mettent en avant, ils sont dans une logique de recolonisation. Alors, pourquoi l'AES peut-elle désormais s'asseoir donc dans une démarche où on viserait à les recoloniser? Ce serait extrêmement grave. Il faudrait dire que ce qui est célébré comme révolution populaire progressiste n'en est pas une. Je ne dirais pas à ce niveau. Je dirais simplement que les réalités de la géopolitique internationale semblent avoir été abordées avec des insuffisances au niveau de l'appréciation de ces réalités-là. Je peux dire ça comme ça. Parce que le problème, c'est quoi? Le problème, c'est qu'on a mis en avant le panafricanisme. Ouais. On a mis en avant le panafricanisme. Le Togo a manœuvré totalement pour se donner une image de panafricaniste. Et il faut savoir si justement c'était par là le début de la stratégie. On dit que on te met en mission, on te donne les moyens de la stratégie. L'occupeur, et ça, l'OUA n'est pas innocent aussi dans cette affaire. Hein. L'OUA est impliqué à fond dans cette affaire. À fond. L'UA, vous voulez dire. L'UA. Qui est passé à côté des révolutions qui ont conduit à l'avènement de l'AES. Elle est passée à côté. Donc, toute la soi-disant année du panafricanisme, etc., était une stratégie qui préparait justement ce qu'on est en train de voir. Parce que l'Union africaine est un instrument de la communauté internationale. Il n'y a pas de débat là-dessus, vous le savez. Que c'est elle qui la finance. C'est un instrument de la communauté internationale. Donc, on voit toutes ces stratégies-là, mon cher Fabrice, ont été mises en œuvre d'abord pour crédibiliser le Togo sur la forme, lui donnant les moyens de bavarder. On est panafricaniste, Fort Yadema, monsieur Ducé qui bavarde le matin, le soir, en posant de fausses actions stratégiques. Bon, ça, on l'a vu. On l'a vu, mais finalement, in fine, est-ce que Fabrice, aujourd'hui, on a construit un rapport de force suffisant pour affronter cette communauté internationale-là, à travers la façade togolaise? Quels sont les préalables qui sont nécessaires au niveau de l'AES pour amorcer un tel cycle? Les préalables consistent déjà à voir la situation interne de ces pays-là, la manière dont les populations sont en capacité de comprendre, de digérer et de porter ça. Deuxièmement même, enfin, la nature de ces régimes à leur sommet. Le sommet de ces régimes-là. Deuxièmement,
le niveau de coordination, parce que là, il s'agit de politique. L'Alliance a d'abord un fondement sécuritaire. Mais là, quand il s'agit de politique, il faut notre niveau de coordination au niveau des trois États. Hein? Il faut notre niveau de coordination. Est-ce que l'AES est suffisamment préparé pour gérer ça? Niveau de coordination au niveau politique. Alors, il y a ça. Enfin, la gestion de cette nouvelle donne qui est étrange. Il y a d'un côté l'AES, il y a le Togo qui est le pont, il y a la communauté internationale. Mais c'est un attelage totalement nouveau. Et ça donne un espace au Togo que personne ne maîtrise en tant que tel. C'est-à-dire qu'il y a l'AES, il y a le Togo, il dit qu'il y a un pont. Il y a d'un côté la communauté internationale. C'est un attelage nouveau qui lui-même crée ses propres contraintes, que celles-ci soient formelles ou informelles. Parce que d'abord, l'AES est là, les pays de l'AES sont là parce que l'AES n'empêche pas l'existence propre de ces différents membres, mon cher Fabrice. Il y a tout ça qu'il faut gérer. Maintenant, en plus, il faut gérer un État particulier qu'on appelle le Togo, qui lui est un pont. Et de l'autre côté, la communauté internationale. Rien que déjà la nécessité d'agencer tout ça peut déjà être en soi un facteur de déstabilisation stratégique. Et les Européens sont très forts pour gérer les choses comme ça. Rien que déjà ça peut déjà être un facteur de déstabilisation stratégique. Parce que dans ça, quels sont les moyens de pression que l'AES a sur le Togo? Qui continue à vouloir créer une espèce d'antécédent, à savoir, bon, je suis avec vous sans être avec vous. C'est en fait ça Je ne suis pas dans l'AES, mais je suis avec vous. Ça veut dire qu'il revendique un statut particulier. Ce statut particulier signifie quoi, politiquement? Non, le Togo en lui-même n'a pas ces capacités. Le Togo est fort parce que les pays occidentaux, la communauté internationale, justement, lui a dit « je te mandate pour faire ça ». Alors, si la force-là du Togo vient de ce mandat caché, n'est-ce pas, ça veut dire que le Togo n'est pas un pont. Il y a une façade de cette communauté internationale qui avance masquée par le Togo. Fabrice, ça change la donne. J'espère que les pays de l'AES sont conscients, je le crois, de tout ça, et que, bon, on va voir parce que quel est le débat de fond qu'il y a aujourd'hui en Afrique? C'est que la France et l'Union européenne, pour ne parler que de ces deux entités, ne sont pas capables de parler avec les Africains. Il y a un ensemble de préalables qui doit être rempli à leur niveau pour être en mesure de parler avec les Africains. Qu'ils viennent parler avec nous, c'est à partir de préjugés, c'est à partir de dispositifs qui sont déjà, qu'on connaît depuis, et sur lesquels ils ne sont pas prêts de changer. Ils ne sont pas prêts de changer. C'est-à-dire que comment ces pays-là abordent le monde multipolaire, la nécessité de la multipolarité. Comment ils nous regardent aujourd'hui? Est-ce qu'ils ont compris les problèmes de l'Afrique et les problèmes de l'AES? Est-ce qu'ils l'ont compris? Est-ce qu'ils l'ont compris? Est-ce que, l'ayant compris, ils sont en capacité de changer les bases de leur rapport à nos pays, à l'Afrique? Rien ne montre ça. Rien. Rien. Il n'y a qu'à voir ce qui s'est passé il n'y a pas longtemps entre le Niger et l'Union européenne. Tout à fait. Voilà. Rien ne montre ça. Absolument rien. Dernièrement, le président du Burkina Faso a dit par exemple que, bon, ok, moi la démocratie, elle est inutile en tout cas. Inutile en tout cas. Mais l'Union européenne pense le contraire. Je pense que... Peut-être que l'Union européenne... La France, attendez, la France pense le contraire. Les dirigeants maliens ne le disent pas. Ne parlent pas comme le président Traoré. Les dirigeants du Niger ne parlent pas comme le président Traoré. Mais ils sont tous à l'AES. Tout à l'heure, je vous ai parlé des problèmes de coordination. Au niveau politique. Politique. Quand le président Traoré dit ça, il ne blague pas. Il est dans quelque chose de fondamental pour lui. Tout à fait. Bon alors, est-ce que ce que le président Traoré dit va être assumé par l'AES? Si l'AES n'assume pas ça, est-ce que le président Traoré doit le renoncer? Il est président de la Confédération, peut-être qu'il a parlé au nom des trois. Je suppose. Je suppose qu'il a parlé en leur nom, tant mieux. Bon, maintenant, est-ce que l'Union européenne et la France sont prêtes à discuter avec
une alliance qui dit que la démocratie est inutile. Puisque dans ce contexte, l'AES Non, a je pose la de force. question. Et donc, forcément, va se plier à la démarche, du moins à la position des pays de l'AES. Et bien, c'est pourquoi, d'après vous, ils sont en position de faiblesse comment? Et vous en dites qu'ils sont en position de faiblesse? Attention. Puisque qui est demandeur du dialogue? Cette question, vous l'avez posée tout à l'heure. Ce n'est pas Attention. l'AES. Du moins, pour ce que nous savons. Oui, l'AES n'est pas demanderesse. Mais, ils ont encore des moyens de pression dans nos pays énormes. Hein. Il y a des moyens de pression énormes sur nos pays. La question monétaire est encore là, latente. La question de nos économies est là, latente. La question du financement de nos économies, mon cher Fabrice. La question comment on appelle ça? De nos divisions internes entre, d'une part, les démocrates et, parlons comme ça, les non-démocrates, au niveau de la version occidentale de la démocratie. Hein, parce qu'il faut être précis. Parce que dire qu'on est contre la version occidentale de la démocratie ne fait pas de vous un antidémocrate. Sauf à réduire la démocratie à ce qu'en disent les pays occidentaux. Il faut que ce soit clair. Ouais. Voilà. Donc, nos divisions internes, Fabrice, nos faiblesses sous-régionales, dans le sens où il y a plein d'États africains qui en réalité travaillent contre l'Afrique et sont des clients des pays là de l'Union européenne et de la France. C'est pas? Il y a il y a beaucoup d'éléments, Fabrice, qui font que ces gens-là ont les moyens de pression. Si l'AES n'a pas demandé le dialogue, mais est-ce qu'elle a dit qu'elle rejette le dialogue? Non. Ça veut dire que l'AES pense qu'elle peut tirer des choses de ce dialogue. Vous croyez que l'Union européenne ne sait pas ça? Les Français savent. Donc, il faut qu'on prépare très bien. Il faut que, j'espère que les dossiers sont suffisamment préparés et que les gens se sont mis en situation de pouvoir assumer ça. Mais ce qui est clair pour moi, le Togo là, qu'est-ce que le Togo met en avant pour revendiquer cette statue de pont? C'est que Foy m'a dit que moi j'ai mis longtemps pour voir que vous tous. Il ne le dit pas, mais il revendique ça. Il revendique ça. J'ai eu un certain droit d'aînesse. Parce que je suis longtemps pour voir avant vous et j'ai mon port. J'ai mon port. Voilà les principaux atouts qu'il met en avant. Mais Fabrice, ça pèse quoi au niveau de la communauté internationale? J'insiste toujours. Une façade n'est pas un pont. Un pont doit être solide pour contenir, pour supporter le poids des marchandises, le poids du trafic qu'il est censé supporter. Bien sûr. Mais quel est le poids du Togo réel là? On est un État progressiste. Qui? On est un État progressiste. C'est un État progressiste? Peut-être dans la démarche. Dans quel sens? Dans le sens qu'il accepte... Parce qu'elle a hébergé 2 ou 3 réunions, on a demandé sur le panafricanisme. C'est ça le progrès? Non. Non, Fabrice. Ce n'est pas d'insister sur le travail dans notre histoire. C'est parce qu'on porte les pouvoirs africains qu'on est panafricaniste. Il faut arrêter ça. Il faut arrêter ça. Donc, je dis que c'est encore à démontrer. C'est encore à démontrer. Fabrice, vous savez, quand on arrive à ce niveau-ci, le gagnant, c'est celui qui a préparé les projets. Donc, qui sait ce qu'il veut, là, en temps réel. Préparer les projets au niveau économique. Préparer les projets vraiment à tous les niveaux. Mais vous avez, par rapport à ça, vous avez en face de vous des seigneurs de la guerre économique. L'Union européenne, la France, ce sont des vieux États dans cette guerre-là. Ce sont les anciens colonisateurs, mon cher Fabrice. Or, en l'absence de projets bien préparés, ça veut dire en termes d'expertise, en termes de capacité opérationnelle, etc., vous allez vous contenter du desserrement d'un certain étau diplomatique autour de vous, dont par exemple la reconnaissance de ces régimes-là. Je pense que c'est la carte que la communauté internationale a en main. Dit que, ok, nous on est prêts à considérer que les problèmes politiques passent de côté. Que la Secours fasse des réformes de façade, mais on est prêt de côté. Bon. C'est la carte là qu'elles ont. Mais est-ce que l'AES a besoin de ça?
tel que l'AES s'est présenté aujourd'hui, c'est qu'elle n'a pas besoin de la reconnaissance de ces pays-là. Et ça s'est vu dans le comportement des dirigeants. Donc, c'est de ça. Voilà. Bon, maintenant, une fois, Fabrice, que nous avons dit que, OK, la souveraineté n'est pas négociable. Mais il y a une autre dimension de la souveraineté qui est l'économie. Fabrice, à ce niveau-là, vous avouez moi que on n'est pas encore au niveau où on doit être. Et à partir de là, c'est aussi notre faiblesse. Parce qu'ils vont venir, ils vont dire voilà, nous on peut investir, on peut ouvrir des guichets, on veut recréer un axe euro-africain, c'est un vieux projet très cher à M. Macron, on veut recréer ça, il y a 700 milliards disponibles, c'est comme ça. Il y a les droits de tirage, il y a les droits de tirage spéciaux au niveau du FMI, etc. Il y a tout ça. Ils vont venir avec ça. On est prêt à respecter, notamment, du moins, en sachant, comme des non, États. ils savent très bien que vous avez besoin de ça. Une forme de reconnaissance internationale. Oui, oui. Vous avez besoin d'argent. Vous avez besoin d'argent. Vous avez besoin de ces offres-là. Alors, donc, ils sont prêts à mettre ça sur la table. Mais Fabrice, que ce soit 700 milliards d'euros, que ce soit le tirage spéciaux, tout ça sont conditionnés. Alors quel est le risque finalement? Attendez, sont conditionnés. Ouais. Il y a des conditionnalités qui sont structurelles. Il y a des conditionnalités politiques qu'on peut négocier au niveau de ces gens-là. Et moi je le dis encore, c'est la reconnaissance par ces pays-là de ce qu'ils ont longtemps nié hier. Ça ne se mange pas. Les populations ne mangent pas ça. Elles ont des demandes sociales, il y a des problèmes économiques, il y a des problèmes de mise à niveau économique de nos États. Ça ne peut pas être encouragé par la communauté internationale. Pour la simple raison qu'on n'a jamais vu un pays être développé économiquement par un autre. Jamais ils ne vont se faire harakiri. Jamais. Pour vous aider à remettre en cause les positions qu'elles ont acquises dans vos pays et au niveau international. Face à tout ça, comment on s'est préparé? Et moi, tout ça, le Togo n'est pas en capacité de servir de pont vraiment pour gérer ça. Ça veut dire effectivement que ce rapprochement, si jamais il était acté, viendra peut-être, on va dire comment, peut-être pas déconstruire, mais mettre un peu de l'eau dans le moulin, finalement, de diluer peut-être un niveau dans la dynamique dans cette révolution. Oui, mais le problème, c'est pour casser. C'est pour casser le niveau de contamination de la dynamique de l'AES au niveau de l'Afrique. C'est ça le but. Et de polluer l'originalité de ces pays-là, de leur démarche. Or, on doit continuer dans ça, au contraire. On n'a encore rien fait, on doit continuer dans ça. C'est ça qu'on veut casser. Et normaliser ça. Pas désormais, si c'est ça. Là, se normalise, non. Et même quand c'est différencié des autres États, quoi. Se normalise. Donc, qu'on se comprenne bien, moi, tout à l'heure, je l'ai dit à l'entendre au propos, que la géopolitique n'est pas statique. Ça bouge. Et après la guerre, c'est la paix. Il arrive des moments où on peut négocier avec son ennemi, dit mon cher Fabrice. Mais justement, c'est de savoir, le problème c'est les termes de la négociation, les modalités de leur fixation, mon cher Fabrice, les modalités de leur fixation et le niveau de préparation des différents camps pour aborder ce qu'on appelle les réalités concrètes de la négociation. Et moi je dis, si vous avez le Togo comme pont, le pont là peut se casser. Hein. Le pont là peut se casser sous le fait de la puissance du trafic. Or là, il y a un gros trafic. Il y a un gros trafic. Idéologie. L'AES incarne l'espoir. Ouais. Et l'espoir de l'Afrique, ce n'est pas, on ne la met pas, Fabrice, en risque, n'est-ce pas, face à nos ennemis historiques, en utilisant le pont togolais. Moi, je n'ai jamais dit que le Togo ne peut pas changer, l'État togolais ne peut pas changer, mais jusqu'à présent, je ne vois pas concrètement les éléments sérieux qui m'amèneraient, moi, à dire que non, vraiment,
M. Faure Yadima est dans une démarche fondamentalement panafricaniste. Non. Jusqu'à présent, j'ai regardé, je vois Fabrice, de la communication stratégique. La communication stratégique, ce n'est pas le panafricanisme. D'accord. Merci à vous. Ça peut servir de base à une dynamique panafricanisante. C'est-à-dire panafricanisante, mais ce n'est pas le panafricanisme. Par contre, le panafricanisme, c'est la base d'un régime en termes d'orientation fondamentale. Et à partir de là, Fabrice, on fait de la communication stratégique. Est-ce que vous me suivez? Mais la communication stratégique ne crée pas la matrice panafricaniste. Or, au Togo, jusqu'à présent, on est dans la communication stratégique à visée panafricanisante. On n'a pas pour matrice de base, n'est-ce pas, à la base le panafricanisme. Ça se verrait dans les attitudes fondamentales de l'État togolais. Merci à vous, chers messieurs, pour ces éclairages apportés dans le cadre de ce sujet qui fait couler beaucoup d'encre et de salut, notamment au cœur de l'espace AES, mais surtout, en tout cas, au cœur de ces États qui ont un regard assez intéressant sur cette dynamique révolutionnaire observée donc au cœur de ces trois pays de votre point de vue, qui devrait d'ailleurs être, du moins connaître une forme d'effet domino dans tous nos États à travers le continent africain. On va observer juste une dernière transition et pour un quart d'heure, on va évoquer l'actualité au Moyen-Orient avant d'ouvrir notamment le standard pour les contributions au téléphone, après quoi on sera parti. Le temps du